勝つさ。Bon, tu t'en doutes, il va y avoir des spoils. Ce combat nous a été teasé depuis le premier tome. D'un côté, l'exorciste le plus fort de sa génération, un génie ayant renversé la balance du monde, son absence causera les pires traumatismes, et de l'autre, l'exorciste le plus fort de tous les temps, ayant surpassé sa condition d'exorciste, devenant le roi des fléaux, considéré même comme une catastrophe naturelle. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'un des combats les plus importants de Jujutsu Kaisen. Mais avant tout ça, si t'aimes ce genre de contenu autour de Jujutsu Kaisen ou d'autres mangas, n'hésite pas à liker, t'abonner et surtout partager. Mais avant de parler tout de suite du combat, revenons un petit peu en arrière car c'est quelque chose qui a été mis en place depuis très longtemps. Sukuna l'avait prédit, lorsqu'il sera enfin libre, sa première victime sera Gojo Satoru. Celui qui vit pourtant dans une ère où les exorcistes sont beaucoup moins forts qu'à l'âge d'or, qui a pourtant humilié celui qui pendant des siècles s'est tenu au sommet. Bien que le roi des fléaux n'était pas en pleine possession de ses moyens, une défaite reste une défaite. Ne possédant qu'à ce moment-là un 20e de ses capacités. Son but sera donc de rassembler au plus vite ses pouvoirs dispersés en 20 reliques, les fameux doigts de Sukuna. Mais en cours de route, il fera la connaissance du premier protégé de son futur rival, Megumi Fushiguro, un porteur du sort ayant par le passé déjà vaincu le sort de l'infini couplé au 6e œil, devenant donc pour Sukuna un hôte de choix. Mais la question est la suivante, si Sukuna a voulu prendre possession du corps du jeune Zenin, était-ce en connaissance de cause ? Ou est-ce que c'était tout simplement un coup du sort ? Car rappelons-le, prendre ce corps a non seulement ses avantages de par son sort, mais aussi quand il s'agira de jouer avec les deux personnes que le roi des fléaux déteste le plus. Et vu qu'il nous a été dépeint comme non seulement un individu froid et calculateur, ayant préparé son plan sur pas moins de 25 tomes, il nous aura aussi montré à plusieurs reprises une extrême cruauté, que ce soit pour son propre plaisir ou tout simplement pour recourir aux coups les plus bas afin d'assurer sa victoire. Dans tous les cas, il aura fait une pierre deux coups. Insécurité de la part de Sukuna dans la préparation de son combat, ou simple bonus afin de faire encore plus souffrir ses opposants. Je te laisse l'espace commentaire pour y répondre. De son côté, Satoru a toujours porté son statut de Deus Ex Machina avec brio. Il est si fort que sa seule présence est un problème, car en face, les fléaux qu'on rencontre sont loin d'être des petits joueurs. Il faut voir comment les autres exorcistes perçoivent Jogo, alors que pour Satoru, c'est comme si toi tu te retrouvais à affronter un élève de maternelle. C'est à cause de cette situation que l'arc Shibuya a pris place. Un grand plan visant à mettre hors d'état de nuire la plus grande menace au mal, tout en utilisant sa plus grande vertu et faiblesse, son humanité. Bien sûr, j'y reviens un peu plus en détail sur une vidéo qui est dédiée à Satoru Gojo, je t'invite fortement à aller la voir. S'ensuit alors 19 jours de captivité. Et oui, finalement, la traque mortelle s'est révélée relativement courte. Surtout que pour ne pas faciliter la sortie de Gojo Satoru de la lisière du supplice, il se trouvait tout simplement à 8000 mètres de profondeur, pile entre deux plaques tectoniques surmontées de barrières et de fléaux faisant office de garde. Mais est-ce réellement un problème pour Satoru Gojo? Bien évidemment que non. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé dans la lisière, mais visiblement assez pour Gojo pour aller à la salle. Et au vu du combat qui va suivre, on verra que ça aura eu une utilité dans la progression de Satoru. Mais ça, on le verra au 24 décembre, anniversaire funeste de Suguru Geto. En même temps, on ne peut pas avoir de date de décès. S'ensuit donc plus d'un mois de préparation pour la bataille de Shinjuku. Beaucoup de choses ont dû se passer, sauf que nous, on ne le saura pas. Seulement quelques pages qui nous feront poser beaucoup de questions. En voici quelques-unes. Sukuna et Urome qui parlent du 20e doigt qui est toujours porté disparu. Sûrement Satoru qui l'a caché afin d'empêcher l'exécution de Yuji. Mais s'il est mentionné, c'est qu'il aura forcément une importance. Ensuite, on a Kenjaku qui analyse les retombées de sa traque mortelle, s'adressant d'une manière assez énigmatique à Tengen, sous-entendant un passé commun entre les deux, de par l'immortalité de l'une et de la capacité à changer de corps de l'autre. Du côté de Gojo, Shoko et Ichiji, ils discuteront de la mort de Nanami. C'est là qu'interviendra Ino Takuma qui, rappelez-vous, était le protégé du classe 1. Qui semble avoir une importante déclaration. Quant à Itadori, on le voit s'entraîner dans son domaine de prédilection, le combat au corps à corps. Son partenaire sera Kusakabe ou plutôt l'inverse, car le Itadori s'adresse à son sparring en le nommant par son propre nom. Serait-ce le fruit des recherches qu'il a reçues de Yuki Tsukumo? Et on terminera par la conversation entre Yuta Okotsu et Inumaki à propos de sa couverture en tant qu'exécuteur de Yuji, puisque n'oubliez pas que le combat Yuta vs Yuji existe bel et bien, mais on n'aura toujours pas connaissance du travail qu'il devait effectuer.
Beaucoup pensent que Yuta Okkotsu est parti tuer les anciens, mais pour moi c'est peu probable. Il y a de fortes chances que ce soit l'œuvre de Kenjaku lors de son infiltration du clan Kamo. Beaucoup d'informations en aussi peu de pages et pourtant toujours aucune réponse. Pour le moment, quelle est ta théorie là-dessus? Maintenant on y est, Shinjuku. Gojo nous a sorti sa tenue entre tradition et modernité, nous rappelant fortement son plus grand cauchemar. Accompagné de tous ses élèves qui sont actuellement la principale crainte de Kenjaku, qui donc profitera de leur implication en tant que garantie si jamais Gojo venait à perdre afin de pouvoir se déplacer comme bon lui semble. Je sens qu'on va avoir une sacrée nouvelle à son retour. Mais pas le temps d'y réfléchir, le combat commence directement par un violet à 200% across the map. Sukuna ne pourra que l'encaisser car n'en prenant conscience qu'à la dernière seconde à cause de la barrière d'Ichiji. Qui l'eût cru, mais Ichiji aura été utile. Ainsi commence le combat du plus fort d'aujourd'hui contre le plus fort de l'histoire, où Gojo déclarera que ce n'est clairement pas lui le challenger. À la sortie de ce chapitre, c'est là qu'a commencé l'un des débats les plus divertissants chaque semaine. On avait d'un côté la team Gojo contre la team Sukuna. À chaque nouvelle publication du Jump, chacun débattait pour prouver que son poulain allait gagner. Et étrangement, j'ai pas vu de débordement. Comme quoi la communauté Jujutsu Kaisen c'est quelque chose. Ce combat nous prouvera que ce n'est pas qu'avec Yuji qu'on pouvait avoir le droit à des chorégraphies au corps à corps de qualité. Sauf que là, pour reprendre Kusakabe, c'est comparer les fourmis aux éléphants. L'échelle est totalement différente. Ça se balance des buildings, ça échange des techniques de haut niveau dans la plus grande des aisances, petit ref à Inception, pour finir par raser le quartier sans aucune trace de la moindre blessure. Et oui, tout ça ce n'était que le premier chapitre. Jujutsu Kaisen est un de ces mangas qui a souvent recours à un narrateur. Personnellement, je trouve ça cool, nous permettant de donner une vraie ambiance sans avoir à forcément faire parler énormément les personnages. Sauf que pour ce combat, on aura le droit aux deux, vu que Mei Mei nous a prévu un magnifique pay-per-view digne de l'UFC. Donc on aura le droit tout au long du combat aux réactions et aux différents commentaires de tous les personnages. Pour moi, c'est un choix très intéressant car je voyais mal Gojo et Sukuna s'arrêter en plein milieu de leurs échanges pour expliquer leurs capacités. Car n'est pas Jojo Bizarre Adventure qui veut. Mais pourquoi ne pas simplement se contenter du narrateur pour ça? Pour moi, il y a deux raisons. La première, c'est que ça permet d'éviter de mettre tout le monde en retrait pendant une dizaine de chapitres. Et la seconde, c'est pour nous faire comprendre que dans Jujutsu, il y a deux types d'informations. Celles qu'on apprend des personnages, et celles qu'on apprend de l'auteur, voire de la part de Gojo lui-même, de par son sixième œil qui lui permet justement de tout comprendre, qui est pour moi une capacité beaucoup plus dangereuse que l'infini. La preuve, Kenjaku craignait seulement le sixième œil. Et ici, on suit les combats des deux individus qui, hormis l'auteur, sont ceux qui comprennent le mieux l'essence même de l'énergie occulte, remettant en question tout ce qu'on savait de par les autres personnages. Donc non, l'auteur n'a pas changé à la dernière minute les règles de son système de pouvoir, car ce n'est pas lui-même qui nous disait ces informations, c'était les personnages qui, comme nous, peuvent être induits en erreur. Parenthèse faite, les plus forts n'ont pas le temps d'aller dans la retenue. C'est déjà l'heure de l'extension du territoire. À l'intérieur de la barrière de l'extension, ils sont à égalité, mais en dehors, c'est une autre histoire. Sort d'inversion ou non, Gojo arrive à une simple conclusion. Son infini est bien supérieur. C'est clairement le sort le plus puissant de tout Jujutsu, après Takaba. C'est la première fois qu'on voit Gojo autant en détresse. Donc la question pouvait se poser, Satoru Gojo va-t-il perdre? Et sa réponse fut un sort rouge à bout portant. Après ce move, j'ai décidé de vouer une fidélité indéfectible à Satoru Gojo. Si jamais il perdait le combat, j'étais prêt à remonter à Shinjuku. Mais la question actuelle est comment Gojo a-t-il récupéré son sort? Car on n'est pas sans savoir qu'après l'utilisation de l'extension du territoire, l'énergie occulte devient instable, au point que les sorts ne sont plus utilisables. Chose que même le sort d'inversion ne peut y faire, enfin si tu n'es pas Satoru. Car oui, même Yuta Okkotsu qui nous a montré plusieurs utilisations inédites était incapable de comprendre ce que son maître faisait. Donc laissez-moi vous éclairer, Gojo a tout simplement détruit une partie de son cerveau. La partie qu'il a détruite est plus exactement son cortex préfrontal droit. La partie qui contient tous les sorts innés d'un exorciste. Car cette partie du cerveau est la fameuse boîte noire qui contient les capacités innées de chaque exorciste. Intéressant. Mais vous vous en doutez, se détruire en boucle le cerveau a ses conséquences. Ce qui n'empêchera pas Gojo de multiplier les territoires, mettant à profit son séjour dans la lisière du supplice afin de miniaturiser son extension et surpasser enfin celle de Sukuna. Le roi des fléaux expérimentera donc l'effet de l'infini sur son cerveau, jusqu'à l'intervention de son plan de secours, le général Makora, le familier le plus puissant des 10 ombres dont le sourire laisse penser le sadisme qu'il doit avoir à briser les extensions de ses victimes. Sachant que c'était la dernière fois pour Gojo qui ne sera plus en capacité de l'utiliser, chose qui fera rire Sukuna revenant sur son titre. Tu es né dans une époque sans moi, tu as été salué comme le plus fort mais tu t'es avéré douloureusement ordinaire. Trait d'arrogance qu'il regrettera instantanément lui aussi n'étant pas sans séquelles. Gojo prouvera qu'il était loin d'avoir perdu la face devant ses élèves, nous enchaînant par la suite un corps à corps tel Broly contre Goku. Vraiment Akutami, tu nous auras offert de sacrées chorégraphies de combat.
Mais pendant ce temps, la roue tourne, et littéralement, 4 tours de cette dernière et c'est Makora adapté qui en sort. C'est une course contre la montre que Gojo ne tiendra pas malgré le puissant éclair noir qu'il livrera en voyant Sukuna faire une petite sieste. Mais pas de souci pour le fiston, son père est là. Heureusement que ce n'est pas la première fois que Satoru en affronte un. Tous ces signes de défaite ne provoquent qu'une seule chose chez l'exorciste, de la satisfaction. Et c'est vrai qu'il faut relever le visage de Gojo pendant une majeure partie du combat, ne reflétant que celui d'un homme qui était pris par le frisson du combat. Je vous le dis, il était clairement dans un état de flow. Un virtuose qui, malgré l'avantage de son adversaire, mènera ses offensives dans la plus grande des efficacités. C'est quelque chose que le roi des fléaux ne négligera surtout pas, invoquant par sécurité une chimère née de plusieurs familiers, Agito. Oui, je sais que les gens abusent du Sukufrod, mais regardez en même temps ce qu'il affronte. N'oubliez pas que la défaite pour quelqu'un comme Sukuna équivaut à la mort. Donc actuellement, il se bat comme il l'a toujours fait, pour survivre, utilisant toutes sortes de techniques pour atteindre son plus grand rival à coups de sang perforant, de sorts de découpe par le biais de Makora et même de coups d'extincteur. Mais Gojo en avait un peu marre de cette situation de 3v1, expédiant façon Team Rocket la mère de Sukuna à l'aide d'un sort bleu. Et maintenant accrochez-vous car les événements qui vont suivre vont durer pas moins de 41 secondes. Satoru enchaînant les rayons noirs, battant au passage le record de Yuji et Nanami, entre dans un état extrême qui donnera des frissons à son opposant. Et a raison car ne comprenant que trop tard le plan de Gojo, et cela malgré toutes ses tentatives de l'en empêcher. C'est un sort rouge puissance maximale qui part rejoindre le bleu précédemment envoyé sur Agito. Et vous savez ce qu'il se passe lorsque le bleu rencontre le rouge? C'est la formation de l'équation imaginaire violette, mais façon bombe nucléaire. Le sort le plus destructeur qu'on a vu depuis le début de la série vient de mettre fin à la réunion de famille de Sukuna. C'est indiscutable, Gojo Satoru a gagné. Ça y est, le combat s'achève, bien qu'on n'en soit pas si sûr. Sukuna ne s'est sûrement pas encore avoué vaincu, sachant qu'on n'est pas à l'abri de l'intervention de Kenjaku qui, je le rappelle, a profité du combat pour faire les choses de son côté. Probablement son plan en rapport avec Tengen. Mais la question à laquelle on va chercher à répondre est: que vaut ce combat? Simple spectacle ou vrai tournant de l'œuvre? Je vous ai demandé un peu partout ce que vous en aviez pensé, et c'est sans appel. Pour la majorité, c'est une masterclass. Non seulement l'auteur s'est encore surpassé en termes de mise en scène et de chorégraphie, mais c'est aussi le combat qui nous aura fait comprendre le plus d'éléments sur le système de Jujutsu. Ce combat est indispensable pour le développement de Gojo Satoru, mais encore plus important dans celui de Sukuna. Surtout au vu de son précédent qui était contre Yorozu, qui justement traitait de sa fameuse solitude. Un individu qui a toujours été au sommet et qui s'est retrouvé toujours seul, sans aucun rival, aucune personne qui pouvait le comprendre. Donc pour moi, le fait que Sukuna perde contre Gojo était nécessaire à son développement. Donc non, Sukuna n'est pas une fraude. C'est juste que face à Gojo Satoru, tout le monde passe pour quelqu'un de faible. Regardez aujourd'hui, même Jogo, le deuxième fléau le plus puissant qu'on a vu, est considéré comme quelqu'un de faible parce qu'il a affronté Satoru. D'ailleurs, même ce dernier a une certaine évolution par rapport à ce combat. Je ne sais pas ce qu'il a fait pendant ce mois, mais il semble avoir subi une préparation extrême. Il l'avait dit au début du combat, désormais il peut frapper Sukuna sans retenue même s'il a le corps de Megumi. Même ses élèves ont vu ce fameux changement d'attitude. Il y a un détail d'ailleurs qu'on ne peut voir que seulement en version originale. En temps normal, en japonais, pour se désigner soi-même, on utilise le terme boku. Et vous moquez pas de l'accent. Sauf que pour son combat, Gojo utilise le terme ore, qui est un terme beaucoup plus intimidant qu'il utilisait avant d'avoir rencontré Toji. On lui avait conseillé à l'époque de changer son langage afin d'éviter d'effrayer les nouveaux. Et surtout lorsque tu veux te tourner vers l'enseignement, c'est quand même un très bon choix. Mais au vu de la personne qu'il devait affronter, Satoru ne pouvait pas aller dans la demi-mesure. C'est ainsi que se termine le combat des deux plus forts. J'ai hâte de voir ce que Akutami nous a réservé pour les deux. Notamment pour Sukuna, j'espère vraiment qu'on aura un flashback de l'ère Heian. Déjà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à me faire tes retours en commentaire, liker et t'abonner. J'ai toujours pas d'idée d'outro, mais du coup, viens, on va parler des prochaines vidéos. J'ai pas mal d'idées en tête, dont celles que je vais t'afficher ici. Elles sont probablement en cours de production au moment où tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à me dire celles que tu voudrais voir le plus. Je te laisse sur ça et n'hésite pas à laisser en commentaire que Gojo est marocain.